Chacun a ses propres animaux préférés. Pour moi, le spécimen que j'affectionne le plus est le tatou à 9 bandes. Aujourd'hui, pour fêter 200 documentaires sur les animaux, je veux vous présenter ce mammifère singulier. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous apprendrez le règne animal. Abonnez-vous car il y aura d'autres vidéos et vous apprendrez beaucoup sur les animaux. Commençons la vidéo. Depuis tout petit, j'ai eu la chance de côtoyer des animaux de différentes espèces grâce à la profession de mon père. Il y a quelque temps, il était courant que les gens acquièrent des animaux sauvages, ne sachant pas quoi en faire ni comment s'en occuper, ils les donnaient à un vétérinaire pour qu'ils aient une vie meilleure. C'est ainsi qu'on nous a offert un petit tatou à 9 bandes. À mon jeune âge, j'en ai été fasciné par sa forme, ses capacités, son apparence si reconnaissable. Je les ai aimés. Il était courant d'acquérir ces animaux grâce à des lois plus laxistes, ainsi qu'en raison de leur répartition. Ces spécimens sont largement répartis en Amérique, du nord de l'Argentine et de l'Uruguay, couvrant une grande partie de l'Amérique du Sud, en passant par l'Amérique centrale et jusqu'au carré des États-Unis. Une grande partie du Mexique est dominée par eux. Leur population continue d'étendre son aire car ils s'adaptent bien à d'autres écosystèmes, principalement dans les zones boisées et les broussailles, en régions tempérées et tropicales. On les trouve aussi dans les forêts tropicales, les marais, les zones riveraines, etc. Cela s'explique principalement par la recherche de points d'eau. Malgré leur apparence, ils évitent les zones arides. Grâce à cette adaptation, ils ont trouvé un milieu idéal, les zones agricoles. En effet, plus il y a de matière végétale, plus il y a d'insectes attirés, et donc ils trouvent de meilleures conditions d'adaptation. Dans les zones à forte densité humaine, ils sont rares. Ils tolèrent une plage de température allant de 22 degrés Celsius à moins 2 degrés Celsius, trouvant le moyen de tolérer cette baisse drastique en créant des terriers. On les trouve généralement au niveau de la mer, où les populations sont plus nombreuses, mais on ignore l'altitude maximale à laquelle ils peuvent s'installer. Tous les tatous du genre Dasypus sont exclusifs à l'Amérique. Ils sont uniques au monde car leur dos est doté d'une armure ostéodermique. Selon la répartition de cette espèce, on compte 6 sous-espèces. Ce sont de petits mammifères. Ils mesurent de 38 à 58 cm du nez à la base de la queue, à laquelle s'ajoute une queue presque aussi longue que le corps, 26 à 53 cm. Leur carapace semi-circulaire s'élève jusqu'à 25 cm à son point le plus haut, et ils pèsent de 2,5 à 6,5 kg. Ils se situent dans une fourchette moyenne entre les plus grands et les plus petits. Leur couleur est étrange à cause des cercles que forme leur extérieur. Ils sont noirâtres, tandis que les périphéries sont rosées. Leur dos est dominé par davantage de protubérances circulaires, donc plus sombres, et les flancs sont plus clairs, surtout au niveau des bandes. Leur ventre est découvert et plutôt poilu, d'une teinte dorée. Leur tête a une forme conique, s'élargissant du nez à la nuque. Leur museau compte 28 à 32 dents, très petites et en forme de V, dépourvues d'émail, et elles peuvent pousser toute leur vie. Leur bouche est très petite et ne peut s'ouvrir beaucoup. Pour manger, ils projettent une énorme langue, extrêmement collante. Sur le front, ils ont une plaque qui protège le crâne, et en dessous se trouvent leurs petits yeux noirs sur les côtés. Leurs oreilles sont très grandes, en forme de flèche et sans poils. Ce qui les rend les plus remarquables, c'est leur dos, qui les rend inconfondissables. Ils possèdent une carapace très dure et flexible, composée de plaques osseuses recouvertes d'une peau kératinisée, à comprendre comme un immense cal. Elles représentent environ 16% de leur poids et se divisent en 3 régions. Un bouclier pelvien dans la région caudale, un bouclier au niveau des épaules, et entre eux une série de bandes séparées par de la peau et des poils, formant généralement 9 bandes, d'où leur nom. Mais ce nombre peut varier selon l'individu et sa taille, de 6 à 11. Ces bandes s'usent constamment, mais ils ne peuvent pas les muer complètement. Leur longue queue porte une série d'anneaux protecteurs, et leurs pattes ont également des plaques dermiques en guise de bouclier. Elles sont courtes et présentent une particularité. Aux membres antérieurs, ils ont 4 doigts avec d'énormes griffes très puissantes. Aux membres postérieurs, ils ont 5 doigts avec des ongles un peu moins grands. La plupart des animaux ont un nombre égal ou un plus grand nombre de doigts aux pattes avant. Le dimorphisme sexuel est difficile à apprécier. Les mâles sont un peu plus grands que les femelles, mais pas de beaucoup, donc il est très difficile de déterminer le sexe sans les manipuler. Ce sont des animaux solitaires, ne se rassemblant qu'en période de reproduction. Le seul moment où on les voit ensemble, c'est la mère et ses petits. Ils sont rarement agressifs entre eux et se tolèrent très bien, mais n'interagissent pas.
Voir des groupes de tatous relève plus d'une coïncidence dans une zone riche en nourriture que d'une action collective délibérée. Ils ont des habitudes crépusculaires à nocturnes. Le jour, ils dorment dans un terrier qu'ils ont creusé en ameublissant la terre avec leur nez et leurs pattes avant, puis en la sortant avec leurs pattes arrière. Ils peuvent avoir une douzaine de terriers sur leur territoire, mesurant environ 5 mètres de long sur 2 mètres de profondeur, avec plusieurs issues, mais une principale plus grande. Ils les utilisent de façon cyclique et en ont une exclusive pour nicher. Ils s'y reposent et c'est leur endroit idéal quand les températures baissent. Ils n'hibernent pas et n'ont pas de réserve de graisse suffisante pour tolérer le froid ou les chutes de neige, mais en s'enfouissant dans leur trou, ils maintiennent une température constante. Ils ne partagent généralement pas ces terriers. Leurs moments d'activité nocturne sont consacrés à l'extérieur. Ils se déplacent constamment pour trouver de la nourriture. Ils peuvent courir, escalader de petits endroits, sauter de courtes distances et même nager. Ils nagent avec aisance, car leur respiration les aide à maintenir une flottabilité constante. Ils peuvent retenir leur respiration jusqu'à 6 minutes, mais ils se fatiguent facilement, donc ils évitent de traverser de grandes étendues d'eau. En plus de se déplacer, ils consacrent du temps à creuser un nouveau gîte et peuvent se tenir debout sur leurs pattes arrière en s'appuyant sur leur queue. Ils ont une autre particularité. Comme les autres tatous, ils font partie des mammifères ayant une température corporelle basse, 30 à 36 degrés Celsius, en raison de leur faible métabolisme, ce qui se reflète dans l'espacement de leur alimentation. Leur territoire par individu est assez petit mais suffisant, au maximum 0,2 km². Cela est déterminé par la dureté du sol, la disponibilité en eau et en nourriture. Si une zone a très peu de ressources, ils auront un domaine plus réduit. L'âge est aussi un facteur déterminant. Les plus âgés ont une zone plus grande qui peut chevaucher celle d'autres congénères. Face à une menace, ils peuvent recourir à plusieurs actions. Généralement, ils fuient. Ils peuvent se le permettre car leur carapace est très dure et ovale. La plupart des prédateurs auront du mal à les manger. Ils peuvent aussi rester immobiles et se semi-enrouler sans former une sphère parfaite. Tant qu'ils ne sont pas retournés sur le dos, ils sont généralement en sécurité. Ils peuvent aussi griffer avec leurs griffes avant et blesser grièvement l'agresseur, au visage ou aux mains s'il s'agit de personnes voulant les attraper. Mais en général, ils sont plus craintifs qu'agressifs envers les humains. Leur principal sens est l'odorat. Leur nez très long touche presque toujours le sol, ce qui leur permet de sentir tout leur environnement et de savoir ce qui s'y trouve grâce aux substances chimiques émises. Il est si sensible qu'ils identifient quelque chose sous terre à 20 cm de profondeur. Cela les oriente, leur permet de communiquer et d'identifier leur nourriture. Ils ont aussi une très bonne ouïe. Au moindre son, ils réagissent, évitant ainsi les prédateurs et entendant les bruits sous terre. Ils produisent parfois des sons caractéristiques, mais c'est rare. Leurs yeux ne voient pas bien, ils ne détectent que le mouvement. Ce sont des animaux opportunistes, avec près de 500 aliments composant leur régime. 90% de leur nourriture est d'origine animale, surtout les arthropodes à différents stades. Ils sont donc insectivores. Il peut s'agir de termites, coléoptères, fourmis, mille-pattes, arachnides, etc. Ils se spécialisent notamment dans la recherche de fourmilières qu'ils détruisent avec leurs griffes pour affoler la colonie. Les fourmis sortent pour défendre la fourmilière et sont capturées par leur longue langue collante, puis introduites dans leur mâchoire et mâchées. Quand leur corps se couvre d'insectes affolés, ils se roulent par terre pour s'en débarrasser et les manger. En hiver, quand ces arthropodes se font plus rares, ils peuvent chercher des amphibiens, alors engourdis par le froid, des nids, des œufs ou des petits mammifères. Dans une moindre mesure, ils consomment du végétal, fruits, graines, racines ou feuilles. Parfois, ils introduisent des feuilles et autres matières végétales dans leur terrier pour attirer les insectes et les manger. Ils peuvent aussi manger des charognes. Ces animaux se reproduisent en été, mais la date diffère selon l'hémisphère, de juin à juillet dans l'hémisphère nord, de novembre à décembre dans l'hémisphère sud. À ce moment, les femelles entrent en chaleur et attirent plusieurs mâles. Ceux-ci peuvent rivaliser entre eux en s'approchant des femelles et en leur touchant les flancs, comme pour montrer aux autres qu'ils sont arrivés les premiers. Ils passent quelques jours ensemble et peuvent se battre avec d'autres mâles. Cela permet également de savoir quand la femelle est prête et a ovulé. Elle ne produit qu'un seul ovule. Puis l'accouplement a lieu, le mâle part en chercher une autre. Ils sont donc polygynes, tandis que les femelles ne se reproduisent qu'une fois par an. Cette espèce, bien qu'elle ne féconde qu'un seul ovule, donne toujours naissance à 4 petits par portée, car le blastocyste se divise en 4.
Pour mieux comprendre, je vous laisserai une carte vidéo sur le sujet. La gestation dure 4 mois, pouvant varier par une implantation tardive, car les petits naissent au printemps. Pour mettre bas, elles s'introduisent dans un terrier qu'elles rendent plus confortable avec du matériel végétal et donnent naissance à une portée de 4 petits, identiques entre eux. Ceux-ci ont un développement avancé et sont très actifs, leur sang stimulé. Ils naissent avec leur carapace, plus molle que chez les adultes. Ils sont allaités et passent 2 à 3 mois dans le terrier, période d'allaitement. Parfois, ils commencent à faire des incursions avec la mère, puis après le sevrage, ils passent encore un peu de temps avec elle, mais l'interaction est presque nulle. Ensuite, ils partent chercher leur propre territoire, creuser des terriers, etc. Ils atteignent la maturité sexuelle à 1 an dans les deux sexes. Ces spécimens vivent en moyenne 7 à 8 ans à l'état sauvage. En général, ils sont vulnérables aux prédateurs, surtout les jeunes, et beaucoup les recherchent comme proie. Rapaces, félins, ours, loups, coyotes, etc. Parfois le climat peut causer leur mort, mais plus ils sont grands, plus ils ont de chances de survivre au froid. Ils tolèrent jusqu'à 10 jours sans manger à 0 degré Celsius. Ce qu'ils tolèrent le moins, ce sont les sécheresses, car leur nourriture ne leur apporte pas assez d'eau. En captivité, leur espérance de vie atteint environ 20 ans, ce qui montre que les facteurs environnementaux leur coûtent cher. On les trouve dans de nombreux zoos, où ils sont un animal emblématique d'Amérique. Beaucoup les placent dans des habitats de type désertique, ce qui est contradictoire pour eux. Ils sont classés en préoccupation mineure. Ils ont tendance à être très prolifiques et à bien s'adapter à la présence humaine. En fait, la création de zones agricoles et le déplacement des prédateurs les ont avantagés. Ils se sont étendus et ont bénéficié de la construction de routes et de ponts qui leur permettent d'atteindre d'autres régions. Cependant, cela pose aussi un problème. Lorsqu'ils traversent une route, ils peuvent se faire écraser. Hormis cela, ils n'ont guère de problème car leur répartition est liée à la croissance humaine. Celle-ci déplace différents prédateurs et ils en sont largement bénéficiaires, en plus de leur taux de reproduction. Au contraire, ils peuvent même causer quelques problèmes. D'une part, ils sont transmetteurs de maladies, l'une des principales qu'ils contractent et transmettent étant la lèpre. Vous pouvez en apprendre plus sur la carte qui apparaît. Tous ne la contractent pas. Autre maladie, une infection fongique très fréquente au Brésil. Ces infections nous permettent d'étudier et de prévenir ces maladies dans les populations, surtout en zone rurale. Ils se nourrissent également de certaines productions agricoles comme les arachides, le maïs et le melon. Leurs terriers peuvent causer des problèmes au bétail. Les animaux peuvent tomber dans les trous sous terre et se casser les pattes, ce qui entraîne leur mise à mort. Les routes ou les barrages peuvent s'affaisser s'ils creusent en dessous. Mais les bénéfices pour l'homme sont plus grands. Ils sont des insectivores généralistes qui mangent une grande quantité d'invertébrés pouvant affecter les productions ou attaquer le bétail, leur transmettre d'autres maladies, réduisant la productivité et donc les revenus. Ils sont donc très utiles pour les portefeuilles des agriculteurs et des éleveurs. Leur rôle dans l'écosystème est d'être un contrôleur d'espèces très efficace. Les terriers qu'ils créent servent de refuge à de multiples espèces. Les gens ont tendance à les consommer et à fabriquer des vêtements avec leur peau, notamment leur carapace dure et flexible. Ils sont une source importante d'études pour certaines maladies, et dans les zoos, les gens aiment les découvrir. Mon animal préféré, car son apparence est unique et personnellement je l'aime beaucoup. Il aide énormément l'Amérique, même si nous ne le valorisons pas. J'aimerais savoir quel est votre animal préféré et pourquoi, alors laissez-le dans les commentaires. Voilà pour le tatou à 9 bandes. Si vous aimez cet animal, voici le documentaire sur le tatou géant qui pourrait vous intéresser. Ici apparaîtra notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour découvrir plus d'animaux, au moins 200 spécimens dans le monde. On se voit dans une prochaine vidéo.